Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. À cette date-ci, en 1969, arrivait un événement d'envergure là, pour le milieu culturel, pour le milieu de la musique. C'était Woodstock 69 qui avait lieu à ce moment-là. J'avais le goût qu'on se remette dans cette ambiance, qu'on en reparle un tout petit peu de ça, puis de l'influence que ça a jusqu'à aujourd'hui avec quelqu'un qui y était, Norman King, qui était au département d'organisation des ressources humaines de l'UQAM aujourd'hui, mais qui était à Woodstock en 1969. Bonjour, Monsieur King. Oui, bonjour. Et là, de ce que je comprends, vous aviez quoi, 18 ans à l'époque? Je m'en allais sur mes 19 ans, effectivement. J'avais 18. Oui, effectivement. C'était la belle époque. Ouais, puis là, vous avez eu l'occasion, vous, de vous rendre aux États-Unis, d'acheter des billets qui coûtaient 2-3 peanuts à l'époque, puis de vous rendre sur place. Racontez-nous donc ça, votre expérience sur place à Woodstock. Oui, mais d'abord, le plus drôle, c'est qu'on a été dans la ville de New York au mois de mai. On a entendu l'annonce pour Woodstock. On a entendu que Hendrix serait là. On était 3 chums. On a dit, si Hendrix est là, on y va. Pas d'Internet. On envoie un chèque en fonds américains pour la poste pour $18 pour 3 jours de festivités. D'accord? Et voilà, moi, je suis à gauche. Mon chum Larry est à droite. Ça, c'est une photo de l'époque, là. Et papa nous a gentiment passé l'auto. Si mon grand frère pouvait venir avec nous, donc on était 5 dans l'auto pour aller là-bas. Et ce qui devait être 50 000 personnes est devenu un demi-million de personnes. Alors, en arrivant sur place, un embouteillage monstre. On laisse l'auto dans une petite station de service à 15 000, puis on marche, puis on s'assoit sur les capots des voitures. En tout cas, on finit par se rendre sur place le vendredi en fin d'après-midi. C'est devenu un concert gratuit. Plus de clôture, évidemment, avec un demi-million de personnes. Ouais. Les champs verts d'agriculteurs qui nous a passé son terrain sont devenus bruns. Quand j'ai vu le film Woodstock un peu plus tard, puis j'ai vu les champs verts, je disais, quoi ça, les champs verts? C'était brun partout, là. Il y avait plus un morceau de gazon. Ouais, il y avait de la bois en masse. Ça commence tranquillement pas vite, une belle ambiance. Richie Havens, une chanteuse qui s'appelait Melanie, plutôt folk. Alors, nous autres, on s'est installés, il y avait, je pense que vous avez une photo un peu plus bas dans l'article que vous venez de montrer, on voit les tours de son. Et nous 3, moi puis mes 2 chums, on s'est installés devant ces tours de son-là. Et on n'a pas bougé. Il y avait toujours un de nous 3 sur place pour garder nos places parce que rendu samedi soir, là, on était comme des sardines, là. Okay? Ouais. C'est fou qu'il y ait autant de gens là, à un endroit comme ça. Ouais, on voit des images, justement, avec le petit encerclé pour ceux qui nous suivent en visuel là, ou dans le coin dans lequel vous vous teniez. Il y avait même des gens qui étaient dans le tour de son elle-même, là, M. King, là, qui se tenaient en haut pour avoir une meilleure vision de ce qui se passait. Là. Exact. Puis, c'est drôle à dire, mais ces gars-là, c'était surtout des gars, ils descendaient jamais, puis j'avais peur à un moment donné qu'ils allaient uriner sur nous autres, là, parce que je me demandais comment ils faisaient pour se retenir. Mais on était en avant-scène, on a tout vu, on a tout entendu, c'est inoubliable comme expérience, il n'y a pas de doute là-dessus, là. Ouais. Quelle influence ça a eu sur le reste de votre vie, M. King, jusqu'ici, là, quand vous avez des souvenirs, quand vous vous souvenez de cet événement-là? On se comprend, à 18 ans, c'est encore formateur, c'est nos jeunes années. Oui, ça fait quoi dans votre vie comme rôle, ça, Woodstock? Mais j'ai toujours été amateur de musique, alors ça a comme un peu enfoncé le clou, si on veut, là. Je dirais qu'une influence que j'ai eue ou que un groupe qui m'a vraiment profondément marqué, c'était Santana. On ne connaissait pas Santana à l'époque, mais en tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Il n'était pas connu trop. Et d'entendre toutes les percussions, parce que tu avais les tam-tams, la batterie, toutes sortes de bouts de n'importe quoi pour faire de la percussion avec les solos de guitare absolument géniaux de Carlos Santana. C'était une révélation. C'est le genre de choses que j'oublierai jamais. Il y avait Janis, il y avait The Who.
Et j'ai poursuivi ma carrière musicale, si on veut, comme mélomane. Et pour répondre à votre question, ça m'a ouvert les yeux à des choses que je connaissais pas. Et dernièrement, même en 2006, j'ai fait une autre découverte comme ça. Le groupe qui s'appelle White Horse, c'est un groupe canadien, mari et femme. La femme, Melissa McClelland, elle se trouve avoir la plus belle voix au Canada, sinon en Amérique du Nord. Donc, Woodstock m'a un peu ouvert les yeux à être à l'affût pour découvrir d'autres choses d'aussi touchants. Peu après Woodstock, c'était la découverte de Led Zeppelin. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ben oui, quand même, j'ai un oncle, entre autres, là, mon parrain, qui est un fan fini de Woodstock et de Led Zeppelin. Je vous le dis, là, il se fâcherait si je connaissais pas ça. Mais dites-lui ça juste pour le fun. Peu de temps après Woodstock, j'entends parler de nouveaux supergroupes. Led Zeppelin, à l'époque, je connaissais pas trop l'histoire, mais finalement, c'est le groupe des Yardbirds qui s'est dissous, puis Jimmy Page a pris la relève. Il est allé chercher un jeune Robert Plant, puis donc j'entends parler de nouveaux supergroupes comme ça. Je m'en vais chez Sam, le Recordman, sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. J'achète 3 vinyles pour 5$, dont le premier de Led Zeppelin. Et je vous dis, je vais être sur mon lit de mort puis je vais m'en rappeler de cette écoute-là. C'était absolument hallucinant, le mélange de rock, blues avec la voix de Robert Plant puis la guitare, puis évidemment la batterie de John Paul Bonham, je pense qu'il s'appelait là. On l'entend, M. King, à votre voix, à vos souvenirs. C'était inoubliable, et Woodstock, et cette première écoute-là. Merci beaucoup, M. Norman King, d'avoir participé ce matin à l'émission puis de nous avoir expliqué vos souvenirs. Merci beaucoup. C'était il y a 55 ans, hein, pas 30 ans, là. C'était en 69, il y a 55 ans. Juste un dernier détail, le 16 août 1977, il a 47 ans, Elvis nous a quittés. C'est un bon rappel à faire. M. Norman King, un gros merci. OK. Merci, bye. Au plaisir. C'est déjà la fin de la saison, la fin de cette émission également. Ici, pour nous, on a passé tout un été ensemble. Bientôt, je le rappelle, 99.5 fréquence hertzienne sur laquelle va passer Cube, qui va être diffusé, acheté donc par Leclerc, le droit de diffusion pour la radio Cube. Mario Dumont, Sophie Durocher, Richard Martineau, Benoît Dutrisac, Isabelle Maréchal, qui vont être dans vos oreilles avec plein d'autres chroniqueurs dès le retour, dès l'automne. Je vous fais un gros merci. Pour vrai, c'est un rêve de petit gars pour moi d'être à l'animation d'une émission de radio, d'avoir un micro devant moi, de pouvoir parler, me vider le cœur, me choquer, m'émerveiller, rire, pleurer. Pour moi, c'est un rêve devenu réalité. Je dis souvent en blague à mes amis, ils me disent « Hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il fait longtemps qu'on s'est vu. » Je dis « Moi, je suis là, je suis payé pour parler. » C'est le plus beau métier du monde que d'être à la radio. C'est le plus beau métier du monde, puis c'est sincèrement la plus belle expérience possible de pouvoir partager ça avec vous à la maison, puis partager ça également avec le reste des membres de l'équipe sans qui, je veux le répéter, ça ne serait pas possible. Un gros merci à tous les chroniqueurs, tous les collaborateurs qui ont été ici, qui ont travaillé d'arrache-pied. Merci aussi aux recherchistes Florence Lamoureux, Cybelle Olivier, ainsi que Marianne Bessette, qui ont été là toutes les trois en rotation cet été pour les nouvelles, pour la recherche également. Il y a également Alice aussi, qui s'est jointe à l'équipe cette année, qui a fait un travail monstre en termes de booking d'émissions. Jean-François Roy, qui est à la console, à la réalisation, qui met tous les bruitages, qui nous fait rire aussi, puis je l'entends crier quand je fais une bonne blague. L'autre côté, un gros merci. Sincèrement, il n'y a rien de tout ça qui serait possible sans vous. On se retrouve dès l'automne pour la nouvelle programmation de Cube au 99.5.